Thème 3. L'Empire romain dans le monde antique. L'Empire est-il universel? S'étend-il au monde entier et ses idées aussi? Leçon 7. L'Empire romain. Comment Rome tente d'unifier son vaste territoire? Première partie, les conquêtes. Jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Rome a fait la conquête de la péninsule italienne. Ensuite, elle affronte Carthage, puissante cité d'Afrique du Nord, qui est vaincue en 146 après que Rome se soit emparée de ses territoires. Puis c'est au tour du bassin méditerranéen, et notamment de l'Orient, l'Est, qui ouvre Rome à la culture grecque. César achève quant à lui la conquête de la Gaule avec la bataille d'Alésia en 52. Les conquêtes se poursuivent encore jusqu'au IIe siècle. Ces conquêtes sont d'abord dues à l'armée. On a l'image du légionnaire romain, mais cette armée évolue durant plus de 1000 ans que dure la période des conquêtes, puis celle de l'Empire romain. L'armée est d'abord composée de citoyens romains qui font leur service militaire. Mais cela ne suffit plus et l'armée devient professionnelle et permanente à partir de 107. L'armée restera divisée en légions, auxquelles s'ajoutent en nombre croissant des auxiliaires, c'est-à-dire des soldats non romains, voire même barbares, recrutés donc hors des limites de l'Empire. Équipement et discipline jouent un rôle important dans les victoires romaines, quelles que soient les périodes. Les généraux victorieux cherchent à s'emparer du pouvoir et s'assurent la fidélité de leurs troupes par des butins. En 49, César est nommé dictateur. Mort assassiné, son fils adoptif, Octave, l'emporte d'abord sur les assassins, puis sur Antoine, le général de César. En 27, Octave est proclamé Auguste par le Sénat et il est impérator. La République existe toujours, mais en réalité, l'empereur concentre les principales charges, les principales magistratures et les pouvoirs. Il est le premier des sénateurs, le princeps, le prince. On parle de principat du coup, pour qualifier ce régime, mais nous le nommerons malgré tout plus simplement empire. Ce mot empire vient de l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir de commander sur un territoire. La domination d'un seul homme est acceptée, car les Romains veulent la paix intérieure après des années de guerre civile. Grand 2. La paix romaine. L'Empire est divisé en de nombreuses provinces, administrées par des gouverneurs, qui sont nommés par l'empereur et le Sénat. Les gouverneurs lèvent les impôts pour Rome, rendent de la justice, embellissent la région et font construire notamment des bâtiments utiles à la population. Dans les provinces, les cités se gèrent elles-mêmes avec leurs propres magistrats. Et dans les provinces frontalières, l'armée est plus présente pour protéger le monde romain des invasions de peuples barbares. Là où il n'y a pas de frontières naturelles, comme un fleuve ou un massif montagneux, le limes est fortifié. La présence romaine met fin aux guerres locales, et les révoltes, qui sont malgré tout assez rares, sont rapidement vaincues. Cette période de paix, qui dure des 1er au 2e siècle, permet la prospérité des territoires. La production minière, artisanale et agricole augmente. Des Romains et des riches provinciaux créent de vastes domaines agricoles qu'on appelle les villae. Elles produisent des céréales, de l'huile, des vins qui sont vendus dans les villes, dans les provinces ou même à Rome. Le commerce lointain se développe également, principalement par bateau, que ce soit sur les fleuves ou sur la mer Méditerranée, mais aussi sur les voies terrestres construites d'abord pour faciliter la circulation des légions. Rome est la plus grande ville de Méditerranée et les marchandises y affluent de tout l'Empire et d'au-delà. L'approvisionnement en blé est fondamental pour nourrir l'immense population
et aussi éviter les révoltes. Troisième partie, la romanisation. Rome est le lieu de résidence de l'empereur, sur le Palatin, une des collines de Rome. L'empereur vit dans un ensemble architectural qui finit par recouvrir la colline entière, et du coup, on désigne l'ensemble architectural, on désigne le lieu de résidence de l'empereur par le nom de la colline, le Palatin, qui a donc donné le mot palais. L'Urps, la ville, donc Rome, est peuplée de plus de 1 million d'habitants. Les empereurs font construire des monuments à leur gloire, arcs de triomphe, colonnes, ou pour des cultes, temples par centaines, ou bien encore pour le loisir des habitants, amphithéâtres, comme le Colisée, cirques, théâtres, thermes, ou même d'utilité publique comme les aqueducs. Étendu, l'Empire rassemble des peuples d'origine, de culture et de modes de vie très différents. Et si les populations conservent leurs croyances, il arrive souvent qu'elles mêlent leurs dieux à ceux des Romains. Dans les territoires conquis, des villes sont construites, en fait, surtout dans les régions peu urbanisées qu'étaient l'Occident, l'Ouest, et l'Afrique du Nord. Elles s'organisent autour d'un forum et ont généralement un plan géométrique. Les édifices sont inspirés de ceux de Rome, elles sont administrées par des magistrats et un sénat composé d'anciens magistrats, comme à Rome. La langue latine, le mode de vie et la religion des Romains s'imposent. La romanisation dans les campagnes sera tout de même plus lente. En Orient, la culture grecque, les religions locales se maintiennent. Mais partout, la figure de l'empereur est présente par des statues, par la monnaie à son effigie, et le culte impérial rassemble tous les habitants. L'empereur y est honoré comme un dieu. Au 1er siècle, seuls les Italiens et quelques provinciaux sont citoyens romains. Les habitants libres, c'est-à-dire qui ne sont pas esclaves, des provinces sont appelés des pérégrins. Mais il y a aussi de nombreux esclaves et affranchis. La citoyenneté est d'abord accordée aux pérégrins méritants, qu'ils soient magistrats de leur cité ou qu'ils aient combattu pour Rome. Au IIe siècle, la citoyenneté est donnée à des cités entières parfois. Et en 212, l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire.